Data, intelligence artificielle, automatisation, on en parle beaucoup. Mais la vraie question est peut-être, qu'est-ce que ça change vraiment pour les assurés et pour l'assurance santé-prévoyance ? Va-t-on vers moins de complexité, plus d'accessibilité aux soins, de la prévention plus personnalisée et peut-être plus utile ? Pendant une trentaine de minutes, nous allons évoquer ce sujet. Les nouvelles technologies transforment-elles les modèles santé et prévoyance ? Nous allons sortir du discours théorique et techno et essayer de parler des cas d'usage concrets, d'impact client et peut-être, nous le verrons, des lignes rouges à ne pas franchir. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Célia Meunier. Bonjour Célia. Bonjour. Vous êtes directrice soft marketing de Diosiassi. On est ravis de votre présence parmi nous. Rabat Ghezali, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes vice-président comptes globaux, c'est ça, France, de Visa Voilà. France, Belgique, Luxembourg et Monaco. Belgique, Luxembourg et Monaco en plus. Pascal Pigot, merci d'être venu sur ce studio. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directeur délégué, général délégué, d'Harmonie Mutuelle. Alors le sujet, c'est les technologies appliquées au monde de la santé et de la prévoyance. On va rester une petite demi-heure ensemble. Est-ce que les nouvelles technologies transforment vraiment les modèles santé-prévoyance, bien sûr au bénéfice d'un côté des assurés et peut-être aussi de la performance des assureurs. Rabat, un premier point de vue sur ce sujet ? Je pense assurément. Ce qu'on voit de manière macro, si je puis dire, c'est l'arrivée de grandes technologies qui changent de manière économique, les modèles économiques et même quelque part la manière dont on vit. On pense à l'intelligence artificielle avec tous les débats qu'il y a actuellement et son implication donc pour l'assurance, mais dans tous les autres domaines. Ce qu'on voit également, c'est une transformation dans le domaine effectivement de l'assurance, qui est quand même important. Le modèle économique commence à être un peu disrupté, les remboursements, parfois la difficulté de collecte, les irritations, si vous voulez, sur les parcours clients, qui sont autant de sujets importants à prendre en considération. Donc la technologie peut aider. Chez nous, Visa, notre objectif, c'est d'envisager comment nos solutions peuvent aider les assureurs, peuvent aider Harmonie, peuvent aider Diosiassi, évidemment. Avec deux, si vous voulez, perspectives, c'est améliorer effectivement le parcours client et donner de l'efficacité, de la souplesse, de l'agilité aux assureurs. Donc la transformation est concrète pour vous, Rabat, il n'y a pas de sujet. Elle est peut-être progressive, oui, non, mais tout à fait. concrète. Absolument. On le voit. Si je veux être concret, on a par exemple deux cas d'usage. Par exemple, ce qu'on a fait avec AXA, donc pour la santé globale, qui est en fait l'émission de cartes virtuelles pour leurs assurés. Donc, ils n'ont pas d'avance de frais. Partout dans le monde où ils sont, ils reçoivent une carte virtuelle sur leur smartphone et peuvent payer leur médecin, la clinique et tout ce qui est nécessaire pour se soigner. On soutient également une start-up qui s'appelle MySophie, qui également émet des cartes virtuelles, mais dans le cadre de la santé domestique, c'est-à-dire qu'elle va se connecter aux mutuelles et assurances pour lire les droits et mettre une carte qui va permettre, si vous voulez, de payer le médecin, payer les prestations de santé sans qu'il y ait, si vous voulez, d'avance de fonds, ce qui est très important, et ce qui permet aussi de réduire tout le fardeau administratif lié On y reviendra à la prise en charge. sur les bénéfices en fait, de l'impact de la technologie. Pascal Pigot, vous êtes un acteur important du secteur. Est-ce que la technologie transforme l'assurance santé concrètement, l'assurance prévoyance ? Pour reprendre ce qui vient d'être dit, oui, je pense que la transformation, elle est réelle, elle est concrète. Par contre, je ne suis pas certain qu'elle soit aussi progressive que ce que tu viens de dénoncer. J'ai plutôt l'impression que le rythme s'accélère depuis 2 ans. On le voit dans le nombre de data scientists qu'on a recrutés, qui sont aujourd'hui dans plusieurs directions, dans les directions marketing, dans les directions offres, au niveau de l'actuariat, y compris au niveau du développement au plus près du terrain. Et puis on voit les expérimentations qui se développent et qui aboutissent finalement de plus en plus à des mises en production, à des déploiements. Ce qui a beaucoup changé aussi depuis 2-3 ans, c'est finalement l'évolution du rapport avec les DRH et avec les partenaires sociaux au niveau des branches. On était précédemment plutôt dans des constats, dans un échange, on va dire, très limité aux garanties. Cotisation, prestation, provision, un peu de direct, etc. Et la techno a permis... Et là, la techno... en fait, à inverser le sujet, c'est-à-dire que nous sommes maintenant plutôt dans une approche de conseil et de fourniture de données, d'analyse, de comparaison, et ça enrichit vraiment les échanges. On dépasse, il est toujours là, on dépasse le caractère contractuel pour aller vraiment sur
quelle est la dynamique de l'entreprise, quels sont les problèmes qu'elle rencontre. Donc on est vraiment beaucoup plus dans une démarche de conseil qui est accompagnée. Et puis, Rabat évoquait le sujet des parcours clients. Alors c'est vrai que sur la partie développement, mais également pour nos gestionnaires, la technologie est en train de modifier considérablement leur métier de base. C'est tous les agents intelligents qui les assistent dans les parcours de découverte, dans la résolution de solutions. Et du coup, ça laisse plus de temps pour l'échange, pour le conseil, et effectivement ensuite faire évoluer les offres de manière plus précise. Avec un carburant qui nourrit tout ça, la data. Oui. Est-ce qu'on a une culture data? Alors, on est sur le périmètre de la santé et de la prévoyance. Donc, alors, la data, c'est notre matière première depuis très longtemps. C'est la matière première depuis très longtemps, historique même, de l'assurance, pour un certain nombre d'analyses. Ouais. Mais cette data de santé, elle est compliquée à traiter. Alors, la data de santé et la data de prévoyance, elle est compliquée. Maintenant, elle innerve finalement toutes les directions. Ouais. On voit bien que le sujet de la gouvernance des données, qui était limité à quelques acteurs dans l'entreprise, maintenant est remonté au plus haut dans la comitologie. On a des correspondants data partout. Maintenant, quand on parle de Golden Data, tout le monde sait de quoi on parle. Les programmes d'acculturation des data, plus de 90% des salariés les ont suivis, et c'est dans la feuille de route systématique de toutes les directions. Et le sujet maintenant, il est autant effectivement la fiabilité des data, l'actualisation des data, mais aussi l'incorporation de données externes, ce qu'on ne faisait pas de manière industrielle, ou en tout cas à cette ampleur, à cette échelle-là, il y a encore 2-3 ans. Alors, notre promesse, c'est d'être très concret dans cet échange, de voir qu'effectivement, on en parle, mais on agit aussi sur cette transformation technologique. Célia Monnier, Rabat l'a un petit peu évoqué tout à l'heure sur un des éléments que permet la nouvelle technologie, c'est l'accessibilité aux soins et peut-être d'une certaine forme d'inassurabilité. Est-ce que la data combinée à l'IA et à la technologie permet effectivement de réduire cette inaccessibilité aux soins? Alors moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, et on voit aujourd'hui que les nouvelles technologies avancent effectivement très très vite. Quelques exemples, la téléconsultation, il y a quelques années, était une nouvelle technologie, et il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, c'est commun. Enfin, les généralistes l'utilisent partout, c'est dans Doctolib. Les spécialistes aussi commencent à l'utiliser de plus en plus. Les psychologues, les dermatos. Alors, pour de la médecine, souvent de prévention ou de premier niveau, quand même, il faut faire la part des choses, mais quand même. Et je pense que ce n'est plus une nouvelle technologie du coup. Mais c'est quand même assez récent. Il y a aussi le deuxième avis médical. Il y a le chatbot qui permet d'avoir soit à organiser le premier niveau, soit à répondre à de la bobologie. Le bilan de santé. Le bilan de santé qui était inabordable pour la plupart d'entre nous il y a quelques années. Aujourd'hui, on peut trouver un bilan de santé digital à quelques euros, dizaines d'euros, centaines d'euros. Alors jusqu'à, avec un expert, quelques milliers d'euros. Il faut aussi savoir de quoi on parle parce qu'on n'a pas le même besoin. On n'a pas le même résultat non plus si on fait un simple questionnaire médical sur notre smartphone ou si on fait un check-up complet dans un cabinet quelque part. Donc il faut aussi savoir faire la part des choses. Néanmoins, tout ça participe à la prévention et donc à une amélioration de la santé quelque part. Et alors, nous aussi, il y a l'accessibilité par le corps médical et tout ce qui va avec la santé, mais il faut pouvoir rémunérés et il faut pouvoir que les assurés puissent faire les avances de frais très régulièrement. Et nous, on a utilisé une start-up qui s'appelle Rosalie pour mettre en place aussi une carte budget santé. Exactement, pour que les salariés n'aient pas à faire les avances de frais parce que parfois, même un généraliste, les 30 euros, les salariés n'ont pas les moyens d'y aller tout de suite. Donc on est clairement dans le bénéfice en fait immédiat pour l'assuré final de pouvoir rendre accessible en fait, d'avoir l'accessibilité à des professionnels de santé. C'est un peu ce que vous faites aussi, comme le signalait Célia Rabat, cette carte virtuelle que vous évoquiez tout à l'heure, c'est tout à fait ça aussi? Non, absolument. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, dans le domaine de la santé, le sujet principal sur lequel on s'est axé, parce qu'on peut aider les assureurs et les assurés, c'était effectivement l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on s'est dit, l'avance de frais est un sujet majeur. Donc, pour le non-renoncement aux soins, d'une certaine façon. Absolument, parce que nous, on regardait les statistiques.
Pascal et Célia, vous infirmez, vous confirmez, c'est que vous avez 40% des Français qui ont déjà renoncé à aller voir un médecin en raison de l'avance de frais. 69% consulteraient davantage s'il n'y avait pas d'avance de frais, ce qui aura une importance, notamment à certains âges, et notamment quand on regarde les moins de 34 ans, 60% rencontrent des difficultés à consulter. Donc c'est pour ça que l'avance de frais n'est pas anodine. Et donc pour nous, c'est effectivement... Oui, c'est pas qu'une commodité, en fait. C'est vraiment une commodité, mais au service de la capacité de pouvoir se soigner et accéder à des professionnels de santé. Non, tout à fait, absolument. Enfin, la santé est un sujet quand même très, très important dans notre pays. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, l'utilisation soit de cartes virtuelles qui permet, si vous voulez, en fait, de substituer le remboursement par le paiement, ou également, on a d'autres technologies qui permettent, si vous voulez, de faire du remboursement ou du paiement instantané en 1 minute, sont autant, si vous voulez, de solutions à disposition de l'écosystème pour pouvoir, effectivement, réduire les avances de frais et permettre une meilleure accessibilité. Pascal, vous voulez rebondir sur cette accessibilité et ce je rebondirais sur un propos de Célia sur effectivement tout ce qui est bilan qui est fait en autonomie à distance. Je pense à un cas concret récent sur lequel on a été amené à travailler avec une fédération. En fait, c'est le sujet des pro-TPE, en fait, des dirigeants de bureaux d'études. 80% des bureaux d'études font moins de 10 salariés et s'occupent de leurs salariés, s'occupent de leur activité, ils ne s'occupent pas d'eux. Ce n'est pas un sujet finalement de renoncement aux soins pour des raisons financières, c'est un sujet de renoncement aux soins parce que dans l'échelle des priorités, elle n'est pas là tout de suite, et quand ils s'en préoccupent, c'est trop tard. Et donc là, justement, le fait d'avoir et on est d'accord, une première étape, un élément de diagnostic qui va prendre 5-10 minutes, pas plus, mais qui va sensibiliser, est un élément important et qui évite effectivement une dégradation plus rapide, voire des situations effectivement extrêmement dommageables. Donc ça, c'est un élément important que maintenant la technologie nous permet de faire de manière totalement sécurisée. Bien sûr. Autre élément effectivement important en termes de sécurisation, c'est dans les espaces individuels du salarié ou du particulier, c'est effectivement des campagnes de sensibilisation. La technologie nous permet de suivre les moments de vie, de pousser des informations en fonction effectivement du parcours de vie, en fonction d'une naissance, en fonction d'une maladie, mais effectivement dans un espace sécurisé et qui n'est accessible qu'à lui. Alors on a vu tout à l'heure que la data était au cœur du métier de l'assureur depuis, j'allais dire la nuit des temps, c'est peut-être un peu fort, mais pas loin. En tout cas, c'est notre matière importante pour tarifer en particulier, pour analyser les risques. L'IA, on a l'impression en vous écoutant qu'elle est dans l'entreprise. Est-ce qu'on a dépassé le stade d'époque à n'en plus finir ? Célia Monnier. Certainement, on en a toujours évidemment, parce qu'il y a toujours des nouveaux cas d'usage et il faut toujours. On avait l'impression qu'à un moment donné, on parlait. Non, aujourd'hui l'IA. Je vous témoignerai, mais je pense que l'IA, elle est vraiment dans nos organismes, on s'en sert tous les jours. Si on pense IA et organisme assureur, on va penser à la fraude. Alors évidemment, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun organisme assureur qui n'a pas de l'intelligence artificielle dans ses dispositifs de lutte anti-fraude. Et d'ailleurs, les fraudeurs utilisent bien l'IA de plus en plus performante, donc on rentre dans un système IA contre IA, effectivement. Mais on a aussi l'IA qui nous aide parce qu'ils viennent en renfort de tout ce qui est médical, corps médical, détection de pathologie. L'IA crée des médicaments maintenant, quand même, qui sont aussi reconnus. Prévention. L'évoquer un petit peu. Exactement. Prévention. Exactement. Donc on adapte. On peut aussi faire de la prévention personnalisée et anticiper certains risques. Pascal en a bien parlé. Donc ça, c'est du concret aujourd'hui. Ça, c'est du concret. C'est ce qui est dans tous nos organismes assureurs, on est dans la vraie vie de l'entreprise. Et je pense que là où les organismes assureurs avaient du mal à faire de la prévention aujourd'hui, ça, c'est vraiment, les nouvelles technologies le permettent vraiment bien et c'est accepté aussi par nos clients, qu'ils soient entreprises ou salariés. Ça nous permet de mieux les accompagner dans leur quotidien et ça nous permet finalement d'être un partenaire santé aujourd'hui, je pense. Un vrai partenaire santé. Pascal, vous partagez, on va plus loin totalement sur la prévention. Sur les sujets des expérimentations, oui,
Il y a 2-3 ans, effectivement, on faisait des expérimentations et il y avait assez peu de mise en production, de mise en réalité. C'est plus le cas aujourd'hui. On voit il y a une appétence par les salariés, il y a une appétence par les entreprises de faire de la co-construction, de la co-conception, de mener ces réflexions. Et puis, on va même au-delà du sujet de prévention, on pousse les analyses un peu plus loin. Je prends un exemple sur lequel on n'a pas encore de résultats, on publiera un peu plus tard, mais sur lequel on est en train de travailler, c'est essayer de trouver des corrélations entre données climatiques, santé mentale, arrêt de travail. Et ça, du coup, ça permet aussi, en fonction d'une entreprise qui est étale sur le territoire, certaines professions qui sont très exposées, toute la filière agricole par exemple, ça permet effectivement d'accompagner la réflexion de filières professionnelles, d'entreprises, voire de particuliers. Donc on est vraiment dans des éléments concrets et on commence à se projeter un peu plus dans le temps. Et dans un contexte de confiance, vous le disiez, avec les partenaires sociaux, oui. Les RH peut-être aussi, est-ce que... Il y a 2 sujets là-dessus. Il y a un élément important d'échange à poser tout de suite avec les partenaires sociaux dans les branches professionnelles et avec les DRH. Ça n'est pas un outil de surveillance. Donc attention au niveau de granularité. C'est un outil d'accompagnement, d'analyse, de conseil. C'est le prérequis à évoquer. Ça, c'est peut-être pas le premier point lors du premier rendez-vous, mais au pire, ça va être le 3e. D'accord. Enfin, au pire. Le sujet est impératif, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Donc, il y aura une limite à l'analyse, mais une limite délibérée, pas une limite technologique, et à la granularité. Donc ça, c'est un élément important. Et puis oui, il faut, dans nos entreprises, j'imagine que c'est pareil pour Célia, pour Rabat, ces sujets-là, puisqu'on les déploie aussi pour nous, le dialogue avec les partenaires sociaux, comme dans les branches, comme dans les entreprises, il est essentiel. Et je ne sais pas si c'est une surprise, en tout cas, c'est un constat. Il n'y a pas de réticence. À partir du moment où le sujet est expliqué, quelle est la vision, quel est l'objectif, comment est-ce qu'on va l'accompagner, les limites que l'on se pose, finalement, il y a un accueil plutôt favorable à expérimenter. Sur la confiance qu'on évoquait tout à l'heure, Rabat, éthique et confiance, est-ce qu'aujourd'hui, des sujets se posent quand même, surtout quand on est sur le périmètre de la santé et des datas de santé. Oui. Mais est-ce que globalement, l'écosystème que vous connaissez bien du secteur de l'assurance est relativement confiant par rapport à l'IA? Est-ce que, et avec une certaine éthique, comment vous voyez ça, vous, de votre côté? Il n'y aura pas, si vous voulez, de grands développements au niveau de la disponibilité de l'intelligence artificielle, notamment auprès des assurés, sans confiance. Parce que là, on parle vraiment du cœur névralgique, les données de santé. Il n'y a rien de plus intime. Donc, si l'assuré a l'impression que ça va partir dans d'autres tuyaux que la nécessité de sa prise en charge sanitaire, ça n'ira pas. La confiance, c'est crucial dans le paiement, dans la technologie de manière générale et encore plus dans l'assurance santé. Donc, si vous voulez, moi, ça me rassure de voir que les assureurs ont pris en charge le sujet avec Depok et autres, plutôt que ce soit les grandes, les grands agents, si je puis dire, qui, par capillarité, vont regarder tous les domaines économiques et se dire comment je fais pour l'assurance santé. Donc c'est beaucoup mieux quand c'est les assureurs qui se l'approprient et envisagent comment le faire, parce que la protection de la protection de la confidentialité des données sanitaires, c'est ce que font les assureurs tous les jours. Nous, dans l'industrie du paiement, on protège, on vous protège Jean-Luc, on protège Célia, on protège Pascal. Personne n'a accès aux transactions qu'ils vont réaliser. Et il faut que ça continue, parce que sinon on aura, si vous voulez, un rejet. Un rejet massif. Un rejet massif, c'est-à-dire que autant les Français vont pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour préparer leurs vacances ou, demander à un agent de trouver une édition limitée de quelque chose. Sur la protection de sa famille au niveau sanitaire, il faut quand même apporter une grande dose de confiance en la matière. Oui. Donc l'IA est là, la technologie et l'usage de l'IA sont présents dans les entreprises. Qu'est-ce que ça fait gagner? Soyons concrets. Est-ce que ça fait gagner de nouveaux marchés, des appels d'offres? Est-ce que ça fait gagner, est-ce que ça réduit les effectifs et gagner du coût? On va y aller. On a échangé, Pascal, ensemble avant de préparer cette émission. On peut faire plus, vous me disiez, sans augmenter les effectifs. C'est la réalité quand même. Alors c'est sans augmenter, sans les diminuer. Par contre, les métiers évoluent. Et ça, il faut effectivement le prendre en compte. Alors ça fait gagner du temps, ça fait gagner de la précision. Ça modifie, je le dis tout à l'heure, le rapport au conseil, le rapport à l'échange.
Sur des exemples concrets, tu évoquais le sujet est-ce que ça fait gagner des appels d'offres? Oui, ça fait gagner des appels d'offres parce qu'on exploite mieux les données et donc on est plus précis sur la tarification d'une entreprise parce qu'on connaît son secteur d'activité avec ses pairs, etc. Mais on a d'autres exemples sur l'analyse des dossiers d'appels d'offres. Quand tu reçois 900 appels d'offres, que tu vas répondre à 400 pour en gagner, et c'est très bien, 50 ou 70, le temps gagné sur une première analyse du dossier d'appel d'offres est vraiment très, très, très précieux. L'IA, tu vas l'avoir aussi dans une relation client qui va être plus fluide, dans une relation avec une équipe commerciale ou dans un cas de gestion. Finalement, l'IA rédactionnelle va te produire un compte-rendu en fin d'appel qui va pouvoir alimenter effectivement une base de connaissances et ce qui permet aux conseillers ou aux gestionnaires effectivement d'être concentrés sur l'analyse et pas sur il faut qu'ils prennent des notes et qui en plus n'est pas forcément très structuré. Donc voilà, ça renforce. Ça fait évoluer le métier parce qu'on est beaucoup plus dans la proximité, dans le conseil et moins dans une partie administrative. Célia Meunier, ça transforme l'efficacité en interne? Alors, je vais dire oui. Après, je pense qu'il faut quand même être vigilant sur certains risques, notamment sur les appels d'offres où je partage totalement. Mais d'abord, il faut éviter qu'on ait tous les mêmes outils parce que sinon, on va tous répondre de la même manière. Donc, l'appel d'offres ne servira plus à rien. Il faut un nivellement par l'IA. Exactement. Je pense qu'on a tous dans nos maisons des experts, de vrais experts et de vrais talents, que ce soit dans les commerciaux ou techniciens. Et il ne faut pas, quelque part, les désexpertiser. Donc, il faut être vigilant sur ce point-là. Et puis, dans les AO, moi, je suis extrêmement vigilante parce que, en fait, les personnes qui nous autorisent à répondre à leur AO, elles nous ont confiance en nous. Les appels d'offres. Oui, pardon, aux appels d'offres. Elles ont confiance en nous. Et donc, il faut qu'on soit très garant de leurs données et des données qu'elles nous confient. Bien sûr. Donc, il faut qu'on soit aussi très vigilant à ne pas faire rentrer tout et n'importe quoi, entre guillemets, dans l'intelligence artificielle qui nous permet de faciliter, parce que ça facilite effectivement la réponse aux appels d'offres. Et nous, on a des clients qui nous interdisent de mettre de l'intelligence artificielle pour les appels d'offres. D'accord. Donc voilà, c'est qu'ils sont vigilants, ils ont peur, il faut respecter leur choix, et effectivement, donc il faut faire attention. Et aussi, je dirais, on parle beaucoup là du parcours client, effectivement, il est amélioré tant sur le fond que sur la forme grâce aux technologies, avec de la démagogie un peu différente, et donc un accès, une compréhension des assurés un peu meilleure. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne sont pas connectées et il ne faut pas les oublier, et ça on le voit au nombre de papiers qu'on est obligé d'envoyer encore aujourd'hui, c'est quand même énorme et on ne s'en rend pas compte, donc il ne faut pas mettre de côté tous ces gens qui ne souhaitent pas être connectés. Bien sûr, ils peuvent ne pas l'être s'ils le souhaitent, vous avez raison de le préciser. J'aimerais qu'on creuse quand même le sujet de la prévention, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais il semblerait que un des rôles du secteur de l'assurance en général et spécifiquement sur l'assurance santé et sur l'assurance prévoyance, c'est d'essayer de prévenir plutôt que d'indemniser, ou en tout cas indemniser oui, mais essayons d'anticiper les risques, essayons de prévenir de façon peut-être un peu plus personnalisée. Est-ce que, Célia, toujours, est-ce que l'IA quand même là, elle n'a pas quand même quelque chose qui permet à l'assureur d'aller un peu plus loin? Je vais être un peu fort peut-être. Distribuer des flyers, c'est bien. Manger 5 pommes et 5 légumes, c'est bien. Personne ne dira le contraire. Mais est-ce que l'IA ne va pas permettre de passer une étape? Alors aujourd'hui, on peut dire oui quand même. Il y a quelques années, je pense que la montre connectée, c'était un peu gadget. On pensait que c'était pour les sportifs. On se rend compte aujourd'hui que c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est toujours le cas, évidemment. Ouais. Les sportifs ont toujours leur montre connectée à longueur de temps, etc. Mais je pense par exemple à un cardiologue que j'ai vu il y a pas très longtemps qui me disait que pour lui, ça lui avait vraiment révolutionné son monde parce qu'il est plus obligé d'hospitaliser ses patients pour avoir son rythme cardiaque, etc. Et que c'est une vraie mesure et que c'est une vraie mesure de prévention
pris en compte par les professionnels de santé. Également par les professionnels de santé. Et par nous, parce que les 10 000 pas, alors ça fait un jeu quelque part, mais celui qui arrive à faire ces 10 000 pas grâce à la montre, c'est au bénéfice de tout le monde. Donc non, donc aujourd'hui... oui, mais pas gadget, quoi. Oui, mais pas gadget, Oui, mais il faut que ce soit vraiment utile. Et il y a aussi un point, c'est qu'il faut que ce soit accepté. Je pense à nos seniors, par exemple. On peut mettre au sein de leur domicile, nous les familles, tout un tas de dispositifs qui sont pour le coup très utiles. Les détecteurs de chute, les caméras pour surveiller que la personne s'est bien levée, etc. Est-ce que le senior va accepter tous ces dispositifs? Est-ce qu'il ne va pas les trouver trop intrusifs? Est-ce que nous, les familles, du coup, comme on est un petit peu plus rassurés, on va continuer à aller voir le senior aussi longtemps ou si souvent? Alors du coup, lui, il va avoir un lien social un peu moins élevé. Donc je pense qu'il y a l'utilité et l'acceptabilité qui sont 2 points très importants. Mais oui, aujourd'hui, c'est plus gadget et ça sert bien. Et peut-être aussi un enjeu d'hébergement de données, non Totalement. D'une certaine façon. Oui. Souveraineté peut-être. On l'évoquait tout à l'heure, hein, tu l'évoquais juste à l'instant, Célia l'évoquait sur l'exploitation des données. On se pose la question de la souveraineté, on ne met évidemment pas les données dans un cloud général. On est sur du Secnum Cloud et oui, c'est évidemment des données qui ne sortent pas de l'entreprise. On ne va pas effectivement les partager de manière totalement ouverte. C'est aussi ce que disait Rabat tout à l'heure. Il y a une exigence minimale européenne, je pense, qui est un consensus qui semble partagé, non, dans le secteur de l'assurance? Qui est tout à fait partagé, qui est d'autant plus partagé par des acteurs tels qu'Harmonie Mutuelle, puisqu'on est référencé par le ministère des Armées, on est présent dans le secteur de la défense. Donc évidemment, il y a des attentes, des exigences, des contrôles de nature, effectivement, à renforcer cette exigence, mais qui est aussi quelque chose sur lequel on s'engage. Donc on a vu des exemples très concrets dans ces échanges que nous avons eus. Pour terminer, Rabat, vous connaissez le secteur, vous le côtoyez beaucoup, vous rencontrez beaucoup de dirigeants du secteur. Est-ce que selon vous, au-delà des services que vous apportez, qu'on a évoqués ensemble, et des services que vous apportez aux acteurs du secteur de l'assurance, est-ce que vous avez le sentiment que la technologie va transformer ou transforme déjà la promesse même du secteur de l'assurance vis-à-vis de ses assurés ou ses DRH ou partenaires sociaux en cas d'intermédiation? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que je vais être aussi humble, parce que c'est un travail d'écosystème. C'est-à-dire qu'on travaille avec les assurances, on travaille avec les assurés. C'est qu'effectivement, vous avez un œil un peu plus extérieur que. Au début, on n'était pas tout à fait confiant chez Visa. On s'est dit, on va voir si ça marche. Ouais. Mais en fait, les retours étaient tels qu'on est convaincu qu'on peut aider les assurances et les assurés. Donc, si vous voulez, au niveau au-delà de l'efficacité opérationnelle, l'amélioration de la relation avec l'assuré et autres, je pense que nous pouvons aider, les technos vont aider à, si vous voulez, non seulement à améliorer la promesse, mais surtout en fait à répondre aux attentes des assurés. Donc le 0 délai, le 0 avance de frais, le 0 charge administrative vont être autant de choses qui vont permettre, si vous voulez, de améliorer effectivement l'efficacité, si vous voulez, du secteur de l'assurance auprès des assurés. Donc c'est pour ça qu'on en est intimement convaincu et on y travaille, en permanence, tous les jours. En permanence, c'est intégré à la promesse. Pascal, est-ce que la technologie, tous ces cas d'usage concret qui ne sont plus à l'état de POC, transforment la promesse que fait l'assurance à son assuré? Est-ce que ça va la transformer aussi? La promesse initiale, c'est l'indemnisation. Est-ce que... on est d'accord là-dessus? Est-ce que ça va la transformer encore un peu plus, vers peut-être un peu plus d'anticipation? C'est peut-être un peu particulier, mais j'aurais envie de dire que je me sens aujourd'hui plus un assureur que je ne l'étais il y a 10 ou 15 ans. D'accord, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on vient de partager finalement. On a parlé d'expérience, on a parlé de moments de vie, on a parlé de facilité. À aucun moment on a parlé de contrat, de garantie, d'encaissement de cotisation. Oui, on ne se contente plus de régler une IJ pour un arrêt de travail ou un forfait. L'assureur n'est plus un mal nécessaire. Il est là pour accompagner, être le plus accompagnant et le plus transparent possible. Il ne faut pas rajouter une couche de complexité dans des moments difficiles. Le sujet, c'est pas je vais rembourser une boîte de Doliprane ou une consultation chez le généraliste, mais dans un moment de vie un peu particulier, un accident, une maternité, un arrêt de travail, on a besoin de quelqu'un qui accompagne. Et la technologie aujourd'hui, la façon dont on a fait évoluer nos entreprises grâce à ces sujets-là,
grâce à effectivement l'acquisition de données, la proximité que l'on peut avoir, est en train de changer la promesse que l'on a auprès de nos assurés. Célia, le mot de la fin, est-ce que ça transforme la promesse? On a le sentiment, en écoutant ces messieurs, que c'est bien parti pour qu'effectivement la technologie transforme les modèles de l'assurance santé-prévoyance. Je pense qu'effectivement, ça change la promesse, ça change surtout le regard de nos clients et de nos assurés vis-à-vis de nous. Et on devient vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense à un vrai partenaire. Et d'ailleurs, nos clients nous demandent aujourd'hui, au-delà de nos contrats, de les accompagner à mettre en place tout un tas de dispositifs au sein de leurs entreprises. Donc, je pense que c'est vers ça qu'on va et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Écoutez, c'est une belle formule. Merci de cette conclusion, Célia Meunier. J'étais ravi de vous recevoir ici. Merci. Merci, Pascal Pigaut, Merci. de votre présence parmi nous. Rabah Ghezali, merci de votre apport et de votre expertise que vous apportez au secteur de l'assurance et pour votre présence ici parmi nous. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci, à très bientôt. Nous vous donnons rendez-vous au prochain colloque Insurea organisé par la FG2A le 24 septembre prochain. Inscrivez-vous avec le lien ci-dessous.